Amis de l'affichage et des Arduino, bonjour. Il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo sur le multiplexage des afficheurs pour faire quelques rappels sur le sujet. Et suite à ça, vous avez été un certain nombre à me demander éventuellement de faire un exemple justement de mise en œuvre de ce type d'affichage. En même temps, j'avais un petit projet là qui me trottait un peu dans la tête et je me suis dit tiens, bon, on pourrait le faire avec un Arduino et ça serait à la limite une occasion de mettre cela en œuvre. Alors bien sûr, hein, déjà on va voir que cette vidéo elle est relativement longue, donc je vais faire ça en plusieurs fois et pour l'instant on va simplement s'occuper justement de la partie affichage, sachant que dans une prochaine vidéo, on fera la suite, enfin de façon à afficher quelque chose. Pour l'instant on va le voir, ce programme que je vais vous montrer ne fait que d'afficher des valeurs de test. Alors l'idée c'était quoi? Moi j'ai besoin en fait de pouvoir afficher sur 4 digits avec éventuellement un point décimal, donc une valeur positive ou négative. Donc en fait sur 4 digits je peux afficher soit 9999, 9999 ou moins 999, sachant que voilà, je veux aussi pouvoir enlever les zéros non significatifs au début et aussi afficher si le système est en surcharge ou en sous-charge, c'est-à-dire en fait le dépassement quelque part. Donc voilà, ça c'était un petit peu le cahier des charges. Pour info, quand on cherche un petit peu sur le net, ou dans les librairies, on va dire standards, on va trouver plein d'exemples tout faits de code pour pouvoir faire ça. Mais bon, cette façon de faire, des fois elle est très pratique, hein, c'est toujours le sempiternel, oh là là, je veux pas réinventer la roue, donc je vais me précipiter sur le premier code venu. Le fait de faire tout le temps ça, c'est bien et pas bien. C'est bien, parce que c'est vrai que ça fait gagner du temps, et c'est vrai que c'est pas forcément utile de passer du temps justement à refaire quelque chose que d'autres ont possiblement fait avec brio. Mais d'un autre côté, à force de faire ça, je trouve que de plus en plus les développeurs, ils en perdent justement la connaissance, c'est-à-dire qu'ils deviennent plus pour moi des copieurs-colleurs assembleurs que des développeurs. Et il faut bien que ces outils, de temps en temps, quelqu'un les développe. Et donc pour ça, des fois, il faut quand même mettre les mains dans le cambouis. Et puis aussi, des fois, on n'a pas exactement ce qu'on veut, ou éventuellement aussi, dans ces librairies, voilà, on a juste besoin d'un petit bout de code, et puis finalement, on embarque plein de trucs dont on n'a pas besoin, et la place est comptée, hein, surtout dans les Arduino ou les trucs comme ça, où il n'y a pas des mégaoctets de mémoire. Et bien sûr, et pas de faire une polémique là-dessus, maintenant, là, j'ai tenu à le faire, on va dire, from scratch, dans un but, on va dire, purement didactique. Après, de toute façon, il y a toujours énormément de façons de faire les choses. Moi, je vais vous en montrer une. J'ai certainement pas la prétention de vous dire que c'est la bonne. C'en est une parmi des tas d'autres. Elle a des avantages, des inconvénients. J'ai essayé de faire un code où je cherchais pas forcément l'économie de place. Et j'ai pas forcément non plus cherché la méga performance. Après, j'ai essayé de faire, enfin voilà, je veux dire quelque chose le plus simple possible, le plus facile à comprendre. Après, voilà, ça peut toujours s'optimiser en fonction des besoins. Petite histoire, il y a de ça plus de 40 ans, j'ai fait un stage chez General Instrument Division Optoélectronique. Et justement, ce que j'avais eu à faire, c'est la première fois que j'avais programmé ça, c'était justement un exemple d'utilisation d'un microprocesseur pour justement gérer un affichage multiplexé. À l'époque, j'ai fait ça avec un 6800 sur une carte qui s'appelait Mazel 2. Je ne sais pas si ça rappellera des choses à certains. C'était des cartes un petit peu de développement sur lesquelles il y avait un clavier hexadécimal, quelques afficheurs, et voilà, il fallait rentrer le code à la main, et en hexa. Et voilà, il n'y avait quasiment pas de débugger, enfin, c'était vraiment pas terrible. Éventuellement, on pouvait l'enregistrer sur un magnétophone à cassette et le relire. Mais à l'époque, ce code, je l'avais fait en écrivant en assembleur, en l'assemblant à la main, parce que j'avais même pas d'assembleur, en passant en hexadécimal et en le saisissant. Alors c'est sûr que maintenant, on a des outils beaucoup plus performants, mais dans un sens, cette façon de faire, comme elle était très pénible et surtout très compliquée en cas de correction, elle obligeait à vraiment bien penser son code dans sa tête, d'avoir quelque chose le plus fiable possible, et si possible qui marche du premier coup, parce que sinon, fallait quasiment des fois tout retaper, enfin c'était relativement infernal. Et je pense que des fois, la facilité des outils actuels fait que justement, on perd un petit peu cette faculté, je pense, d'analyse. Et c'est vrai que des fois, je vois des développeurs, ils commencent déjà à taper du code alors qu'ils savent pas exactement bien ce qu'ils veulent faire. Et je rappelle que taper du code, c'est apprendre à un ordinateur à faire quelque chose. Si déjà soi-même on ne sait pas le faire, c'est pas très clair, on n'y arrivera pas forcément.
Enfin donc voilà, et là j'ai quand même choisi de faire un système qui utilise les interruptions. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus confortable. Je vous l'ai montré dans une vidéo, qui est en lien ici, justement, quel est l'avantage des interruptions. Et c'est vrai que ce genre d'affichage multiplexé, ou des fois même pour ne pas cramer les afficheurs et avoir un affichage lisible, eh bien, il faut toujours qu'il soit fait en continu. Si on veut le faire sans interruptions, ça veut dire qu'il va falloir le mettre dans la boucle principale et s'assurer à tout moment que on le met à jour de façon correcte. Alors autant il y a des softs sur lesquels c'est assez facile à faire et pas tellement contraignant, sur d'autres ça met quand même une contrainte qui est assez forte. Là, comme on va le voir, le faire sous cette forme d'interruption, eh ben, c'est quand même beaucoup plus sympathique, dans la mesure où une fois que c'est fait, quand on développe, on n'a pas à s'en occuper, on a juste à dire affiche-moi ça, et derrière c'est complètement multitâche quelque part, on n'a pas à s'en occuper. Aujourd'hui, on va regarder ça ensemble. Je vais bien sûr essayer de vous commenter de façon la plus détaillée possible, à la fois le hard, qui, comme on va le voir, est plutôt limité, et le software. Alors, regardons ça ensemble. Voyons ce que ça donne après le reset. Voilà, là, on voit qu'il teste ses afficheurs. Après, il affiche 0. Alors ça, c'est ce qui montre quand il est en overflow, underflow. Et là, voilà, on peut voir aussi que selon la position du point décimal, il gère bien le 0. Voilà. Et après, voilà. Donc là, on peut voir qu'il affiche une valeur négative, donc là qui décompte. Et maintenant, une valeur ici positive. Donc là, par exemple, avec 2 chiffres après la virgule, on voit que là, dans le programme de test, en fait, voilà, une fois qu'il arrive à 22, et ben il change. Alors là, on revoit ici que cet afficheur-là, bizarrement, enfin les 2 points décimaux, en fait, au lieu de les gérer sur les 2 premiers digits, il gère éventuellement 2 points genre horloge. Enfin, moi, ça, c'est lié au type de l'afficheur. Si on a des afficheurs avec que des points décimaux, ça le fait. Voilà, là, par exemple, on voit bien que là, il gère ici un chiffre après la virgule. Et on peut voir qu'il gère bien l'extinction des zéros non significatifs avant. Parce que c'est vrai que c'est très pénible d'avoir ce genre ici d'affichage. Donc ça, c'est typiquement ce que fait le programme de test, qui permet de tester l'affichage. En fait, ça n'a pas d'autre utilité que d'être un démonstrateur. Voilà, là, on voit ce qu'il donne quand il est en mode, je vais dire, 0 chiffre après la virgule. Voilà. Et après, on va voir que il peut compter aussi voilà, beaucoup plus vite. Donc là, voilà, je le fais compter, mais à une vitesse beaucoup plus rapide. Et voilà. Donc on voit que l'affichage est très clair, malgré qu'il ait relativement faible courant. Alors on le voit là très légèrement scintiller, mais c'est vraiment lié à l'effet de la caméra. À l'œil nu, c'est tout à fait fixe. Jetons un petit coup d'œil vite fait au hardware qui est vraiment réduit à sa plus simple expression, sachant que les sorties de l'Arduino sont largement assez puissantes pour piloter les segments, dans la mesure où en gros il dit que ça peut sortir entre 30 et 40 000 ampères, donc c'est largement bon. Alors par contre pour piloter directement ici les afficheurs, ce sont des petits afficheurs, 40 millis, tout va dépendre un petit peu de la puissance lumineuse qu'on veut. En théorie, c'est quand même un petit peu léger. Maintenant, je sais qu'il y en a qui le font, surtout qu'on a des afficheurs qui sont relativement lumineux. Donc ça veut dire que on ne serait pas obligé de mettre forcément les transistors ici. On pourrait directement relier les sorties. Là c'est de la cathode commune. Maintenant, ça va quand même tirer pas mal sur l'Arduino. Moi, j'ai quand même préféré mettre des transistors, ce qui me permet éventuellement de choisir d'autres types d'afficheurs ou ce que je veux. Il suffit d'avoir des transistors, je veux dire, des B547, 2N2222, je dirais n'importe quel transistor NPN capable de tenir le courant ira très bien. Sachant que là, voilà, j'ai utilisé moi des réseaux de transistors, mais on peut utiliser, il y a pas mal de modèles qui peuvent aller. De même que là, on peut très bien utiliser des afficheurs séparés. Là, j'ai utilisé un afficheur, je veux dire, qui est tout intégré, donc ce qui simplifie le câblage. Sachant que par contre, le modèle que j'ai utilisé, il est un peu bizarre. C'est-à-dire que le point décimal qui est ici n'existe pas. Il est remplacé par 2 points qui s'affichent à cet endroit-là. Ce qui fait que ça peut être bien si on fait une horloge. Maintenant, dans l'utilisation qu'il y a ici, c'est pas forcément la meilleure. Voilà. Et puis, pour l'instant, voilà, pour la partie affichage, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, sachant que là, les résistances de segments, comme j'ai dit, si on veut de la luminosité, normalement, il faut les
qu'elle soit 4 fois plus faible que ce qu'elle serait normalement pour afficher un segment en continu. Non, les afficheurs modernes ont toujours une très bonne luminosité, ce qui fait qu'on peut les faire marcher avec des courants relativement faibles. Ici, je pense que voilà, n'importe quelle valeur entre 150 et 470, ça peut vraiment faire le job. Alors, jetons un petit coup d'œil sur la réalisation pratique. Donc là, j'ai choisi d'utiliser ces Veroboard à bande, ici, hein, ça existe encore, il y a quelqu'un qui me demandait si ça existait encore, tout à fait, qui ont l'avantage, dans certains cas, de simplifier énormément le câblage, comme on peut voir là, par rapport au nombre de liaisons. Bah, en choisissant bien sûr, je veux dire, les emplacements des composants, eh ben, on arrive à avoir beaucoup moins de fils à tirer. Alors, par contre, le danger, hein, c'est que pour couper les pistes, on utilise cet outil. En fait, c'est un simple forail emmanché, enfin voilà, qui est vendu spécialement. Mais voilà, j'ai perdu plein de temps parce que, bah voilà, il y en a un que j'avais mal coupé et ça faisait un court-circuit et à ma foi, ça m'a pris un petit moment pour le trouver. Ensuite, bah là, j'ai tout mis sur support, hein, des supports tulipes de qualité. Et là, on peut voir que pour le fixer, en fait, j'ai percé perpendiculairement là des entretoises, dans lesquelles j'en ai vissé une, ce qui me permettra de tenir le tout de façon solide sur la face avant. L'afficheur est complètement, comme on peut le voir, sur support. Hein, aussi bien ici que le support qui s'en fiche comme ça. Donc ça peut permettre soit de mettre une nappe si on veut le mettre plus loin, soit voilà, de le mettre comme on veut. Alors c'est vrai que le câblage, là par contre au niveau de l'afficheur, était un petit peu chiant à faire, mais enfin bon, ça le fait quand même. Et on peut voir aussi que à la place des transistors, j'ai utilisé des réseaux de transistors, hein, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est juste le but là de simplifier le câblage, hein, le fait qu'il soit PRA et tout, j'en ai rien à faire. Mais là en même temps, voilà, j'avais des arrêts de transistors, donc en plus là c'est des trucs militaires de haute qualité, patati patata. Voilà, et de même que pour les résistances, j'ai utilisé ces réseaux de résistance. Donc ça peut aussi être intéressant, parce que comme je l'ai dit, on peut assez facilement les changer. En fait là, je veux dire, j'ai une valeur qui à la limite, même si je veux dire, on l'éclairait tout le temps, on ne ferait pas cramer le segment. Mais voilà, je me réserve le droit de la baisser un peu si je veux plus de luminosité. Mais là, on a un bon contraste, hein, surtout que là, j'ai découpé un bout dans une boîte de chocolat bien connue pour faire ici ce filtre qui permet d'avoir une très bonne lisibilité. Et puis là, bon, alors on retrouve l'Arduino, sachant que pour l'instant, bah, ça s'alimente par l'USB. Le système. Donc voilà, on peut voir qu'il reste ici de la place. Pourquoi? Parce que voilà, ce sera dans la suite dans de prochaines vidéos où on verra que bien sûr le but c'est pas simplement d'avoir un affichage, c'est d'afficher quelque chose. Mais voilà, pour l'instant, pour pas faire des vidéos trop longues, on va simplement se concentrer donc sur la partie affichage multiplexé. Ok, maintenant nous allons pouvoir jeter un coup d'œil donc aux sources. Je rappelle que ce source, hein, je mettrai un lien en commentaire de la vidéo sur ma page, enfin sur mon repo GitHub, et vous pouvez le consulter à loisir, le modifier. Il est sous licence open source GNU 3.0, ce qui fait que, enfin voilà, vous privez pas, tant que vous dites simplement que d'où il vient, vous pouvez l'utiliser, le changer, enfin faire à peu près tout ce que vous voulez, sachant que bien sûr, c'est juste un exemple, hein, je garantis rien. Pour l'instant, comme j'ai dit, hein, CP0112, on va se concentrer que sur la partie affichage. Donc il n'y a que cette partie là, qui va gérer l'affichage multiplexé et un programme là, qui sert qu'à faire la démo que je vous ai montré. La première chose à faire, ça va être en effet de définir les entrées-sorties. Donc de définir sur quelle broche de l'Arduino on a les différentes commandes. Les 7 segments plus le point décimal et les 4 qui commandent les bases des transistors. Donc c'est de la logique positive. Voilà, il suffit de mettre un plus dessus et c'est ça qui va commander donc soit le bon digit, soit le bon segment. Alors c'est vrai que généralement quand on programme ça sur des microcontrôleurs, enfin on s'arrange éventuellement pour utiliser directement ce qu'on appelle un port, c'est-à-dire un groupe de 8 bits. Ce qu'on peut faire hein, sur les processeurs Atmega, mais la façon dont sont câblés les Arduino, c'est pas forcément facile. Même je crois que sur le nano et le micro, d'avoir les 8 bits, je crois que c'est vraiment pas évident. Ce qui fait que ça aide pas vraiment d'avoir cette approche. Donc là, j'ai voulu garder l'approche de dire, bon, on peut affecter n'importe quelle pinoche sur n'importe quelle fonction, et ça fonctionne, ce qui permet en fait de complètement décorréler cette notion de numéro de broche, de port, de la sortie. Donc là, bien sûr, hein, comme à mon habitude, j'ai fini des constantes. Ces constantes, ça permet de les changer sans être obligé de les changer dans le programme.
Enfin, je rappelle que c'est une bonne pratique de ne pas aller mettre directement des numéros, ce qui fait que derrière, si on cherche tous les 6, c'est pas très pratique. En même temps, j'ai pris une convention de notation, un K pour tout ce qui est constante et DISP pour tout ce qui va concerner justement le système d'affichage. Donc ça, c'est pour ça. Alors après, on a la lookup table. En gros, c'est ce petit tableau qui va permettre de faire la conversion entre une valeur qui est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, c'est-à-dire les chiffres, et les segments correspondants. Ça, en effet, le système ne peut pas le deviner. Donc pour ça, justement, on fait souvent ce genre de tableau. Alors vous voyez bien que j'ai mis ici const, dans la mesure où c'est quelque chose qui peut être mis en ROM et qui n'a pas du tout vocation à être modifié. Donc là, en fait, je suis parti du système que là, c'est la numérotation des segments, donc A, B, C, D, E, F, G. Sachant qu'ici, le dernier, qui est le point décimal, là, n'est pas concerné, donc c'est pour ça qu'il est toujours ici à 0. Donc là, pour faire ça, en fait, on met un 1 pour chaque segment allumé, donc on voit que le 0, par exemple, sont tous allumés, sauf le segment G, et on voit un 1 à 0. Donc ça, c'est le truc un petit peu chiant à faire. D'ailleurs, dans ma première version, je m'étais gouré. Je m'étais gouré sur le 7, j'avais laissé une barre, c'est pas terrible. Et en même temps, on peut éventuellement faire d'autres symboles. C'est-à-dire que là, j'ai pris les chiffres, 0 à 9, mais j'ai blanc, c'est-à-dire rien affiché du tout, donc on voit que tout est à 0, le signe moins, et les symboles que j'ai choisis, vous avez vu, barre vers le haut, barre vers le bas, pour indiquer un dépassement max ou min. Alors pareil, pour manipuler ces valeurs, j'ai aussi créé des constantes qui correspondent en fait à la position dans le tableau, 10, 11, 12, 13, et là, voilà, je l'appelle blanc, minus, over, under. Encore une fois, le fait de faire des constantes, ça change absolument rien au niveau du programme, mais c'est quand même beaucoup plus lisible. Il faut savoir que ça prend pas plus de place. C'est-à-dire que je tape 10 directement, ce truc-là, j'utilise ce qu'on appelle une macro en C. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tape ça, c'est comme si j'avais tapé 10 en fait. Ici. Et en même temps, j'ai aussi créé deux constantes qui permettent de voir la valeur maximum affichable. On a vu que c'est 9999 et minimum, ce qui à cause du signe fait moins 999. Alors là, j'ai choisi aussi de faire un tableau qui est pas de commande des bases des transistors. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ici, de le manipuler dans un tableau, c'est quand même plus pratique. On n'est pas obligé de le faire. Pour le segment, je ne l'ai pas fait, justement, on va voir. Ça permet de voir deux techniques un petit peu différentes. Mais ici, c'est quand même pratique. Donc voilà, on les a ici. Alors je disais numéroté à partir de 0 pour être cohérent avec le C++ qui démarre les tableaux à 0. Bon, ça en fait, je m'en sers plus. Mais c'est vrai que si on veut débugger ou utiliser le port série, c'est la constante là qui permet de définir ça. C'est vrai que je l'initialise, mais c'est vrai que je m'en sers pas. Donc là, on va voir que j'ai fait justement, sous forme d'une petite classe, justement, Dismux qui va gérer tout ce qui va être donc l'affichage multiplexé. Alors on va la regarder en détail, mais avant on va regarder déjà comment on l'utilise. L'idée justement, en ayant un système qui est géré par interruption, c'est qu'une fois que ça fonctionne, en gros le programme principal il a plus à s'occuper de gérer l'affichage. Donc là je crée une instance de ma classe d'affichage globale. Bon ça c'est ma fonction standard pour initialiser le port série, mais pour l'instant je l'initialise, mais c'est vrai que pour l'instant ça ne sert pas. Et le fameux setup. Donc je rappelle que quand on démarre l'Arduino, il commence tout de suite par aller sur setup, et en gros ce qui va permettre d'initialiser. Donc là, il initialise le port série, et derrière, donc il initialise ma classe. Donc on va voir que il faut à tout prix, avant de l'utiliser, donc mon instance, elle s'appelle Gmux, appeler la méthode init, qui, comme on va le voir, va régler les sorties, régler le système d'interruption, enfin tout faire pour que ça fonctionne bien. Et c'est tout. Une fois qu'on a ça, il suffit d'appeler display, n'importe quand, et on lui donne la valeur à afficher, et il l'affiche. C'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire que derrière, comme c'est fait sous interruption, on s'en occupe pas. Dans la mesure où j'ai fait attention de prendre un timer qui rentrait pas en conflit avec délai, on peut l'utiliser. Donc là, là, on retrouve bien ce que je fais au démarrage. J'affiche 888 pendant 2 secondes. Après, j'affiche 0 pendant 1 seconde. Et après, ma boucle, je refais ici mon test. Donc là, j'affiche 10 000. Donc là, on l'a bien vu, ça permet de tester l'overflow. Vu que c'est plus gros que 9999 pendant 2 secondes. Là, je teste l'underflow, moins 1000 pendant 2000. Et après, en fait, si on regarde, je fais les différents systèmes, sachant qu'il y a aussi la méthode DP ici, qui permet de gérer le decimal point. Alors là, c'est vrai que c'est pas forcément très lisible, j'aurais pu faire des constantes plus malignes que ça. On indique ici le numéro de digit sur lequel on veut mettre le point décimal qui est censé être à droite.
C'est pas le nombre de décimales. Après, on pourrait faire des constantes hein, qui seraient DEC 0, DEC 1, DEC 2, et puis en affectant bien les valeurs, ça serait peut-être plus lisible, mais enfin voilà, ça, chacun fait comme il veut. Donc, et après, bah voilà, ici on voit que je fais différents tests, et c'est là que, voilà, je fais une boucle pour tester tous les systèmes de décimales, on l'a bien vu, hein, je le fais compter de moins 22 à 22, et après, avec un délai beaucoup plus rapide, eh ben, je le fais compter de moins 1000, enfin sur toute sa gamme, puis après, ben, je recommence. Là, on voit que c'est le programme de test. C'est là qu'on voit tout le confort de gérer ça par interruption, parce que je n'ai vraiment pas ici à m'occuper. Ici, je peux faire une boucle, j'en ai rien à foutre, de pas rendre la main à quoi que ce soit. Le système se gère l'affichage de façon tout à fait transparente. C'est une sorte de multitâche si on veut. Alors attention, ici, dans la mesure où on utilise quand même l'interruption, il y a justement cette interruption qui arrive. Je peux appeler ma méthode ici d'interruption que j'ai appelée gmux.interrupt. Il y a peut-être un moyen de la récupérer direct dans la classe, j'ai pas vu comment. Mais enfin bon, voilà. Donc ça, c'est quelque chose, il faut bien sûr le faire, parce que c'est ce qui permet à dire à l'Arduino, ben justement quand, à chaque fois qu'il y a un overflow du timer, hein, c'est-à-dire que le timer arrive à expiration, et ben d'appeler ma méthode ici d'interruption. On voit que c'est très simple à utiliser, et après, ben, quand on va ici faire un véritable usage, je sais pas, par exemple, mesurer, je sais pas, moi, une tension, une fréquence, n'importe quoi, ben, quand on veut l'afficher, il suffira de faire gmux.display. Alors regardons maintenant la fameuse classe en question, hein, dismux, hein, que j'ai sortie, parce qu'en même temps on peut facilement la récupérer dans d'autres projets. Alors justement la méthode init, hein, donc méthode publique, hein, qui doit être appelée une seule fois à l'initialisation. Là, je disable les interruptions. Hein, alors on peut utiliser normalement aussi le noInterrupt de l'Arduino. Là l'idée c'est de dire à l'Arduino, ben, me fais pas d'interruption maintenant, c'est pas le moment. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire que m'occuper de ça. Ici, bah là, je scanne toutes les quatre sorties là, qui commandent les bases des transistors en les mettant de type output. Hein, donc là, bah, j'utilise mon tableau justement qui me permet qu'à 10 digits de i. En fait, ici, bon, on voit bien que ça sélectionne bien la pin qui a été affectée par justement sa position dans le tableau. Et je les mets tout de suite à 0, de façon à être sûr que bah, ça commande aucune sortie. C'est-à-dire que bah, mon affichage pour l'instant il est blanc. Bon, de toute façon ça va aller très vite, hein, mais c'est quand même mieux. Et ici, alors là c'est pareil, comme je dis, j'ai choisi de ne pas faire de tableau ici pour les segments. J'aurais pu le faire, hein, mais ça a des avantages et des inconvénients. Des fois, même à récupérer, à répéter du code comme ça peut des fois aller plus vite de le faire comme ça. Donc bon, après, rien n'empêcherait de le faire aussi avec une boucle, hein, avec le même système. Comme je l'ai dit, l'idée là c'est de montrer deux systèmes. Bah, là par contre, bah, on fait du copier-coller et puis voilà, je mets tout en sortie ici. Là, à la limite, leur valeur, je m'en fous un peu parce qu'elle va être mise par le système d'affichage. Et comme de toute façon, les anodes sont pas commandées, que même si c'était dans d'autres états, ce serait pas très grave. En fait, c'est pas très clair l'Arduino une fois qu'on s'est mis en output. Est-ce qu'il y a les low ou white Je vais comprendre que c'était low, mais dans la doc, j'ai rien trouvé de spécial. Il faudrait approfondir un petit peu le truc. Ensuite, bah alors, j'initialise les membres. Alors justement, on va en parler de ces membres. Hein, je rappelle que les membres, en gros, c'est les variables qui sont privées. On voit bien ici qu'elles sont privées et qui sont propres à l'instance de la classe pour fonctionner. C'est-à-dire, en fait, il en a besoin. Donc là, on parlera du volatile après. Le mDisplay, eh ben, c'est la valeur que je veux afficher. Donc là, j'ai choisi un int, hein, donc c'est sur 2 octets, ce qui permet d'aller moins 32 000 et des poussières à plus 32 000, et des poussières aussi. Et bien sûr, parce qu'un octet, ça va jusqu'à 255, c'était pas suffisant. Donc ça, en fait, lui, il mémorise la valeur qu'il est censé afficher. Donc lui, il arrêtera pas d'afficher toujours cette valeur. Le buffer, on va voir que le système que j'ai utilisé pour afficher a besoin d'un buffer dont la valeur va changer au fur et à mesure de l'affichage. Donc bien sûr, je ne peux pas utiliser display parce que display, bah, je le perdrai. Donc en gros, on va le voir, c'est une copie de display mais qui va être modifiée. Ici, c'est quel est l'afficheur courant. Hein, on va voir qu'à chaque en fait interruption passe d'un afficheur à l'autre. Donc, il a bien besoin de savoir sur quel afficheur il est. Donc, voilà. Donc, ça vaut de 0 à 3. Div, on va voir aussi que ça, c'est une petite astuce que j'ai utilisée pour justement convertir le chiffre en digits, hein, quelque part. Donc, en fait, c'est une valeur int, en gros, qui, on va le voir, se modifie au cours du temps.
RBI, c'est le système qui sert, comme on va le voir aussi, à effacer les zéros qui sont devant l'affichage. Hein, ça vient des circuits intégrés, un triple blanking. Ici, la valeur, ça permet de savoir le premier digit, en fait, à partir duquel il faut afficher les zéros. Et DP, bah, c'est pour la gestion point décimal. Et c'est pareil, ça contient la valeur du digit qui est censé afficher le point décimal. Donc ça va aussi de 0 à 3. On peut noter que ma classe n'a pas prévu de ne pas afficher le point décimal du tout. Tel que c'est fait, en fait, faut que cette valeur-là soit bien égale à 0 à 3, sinon ça fera des bêtises. Après, enfin, ce serait facile à modifier. Donc ça, voilà, ça c'est les membres. Alors pourquoi j'ai mis ici le volatile? En fait, je pense qu'il n'est pas utile partout. Je dirais même, je pense que là, on pourrait même ne pas le mettre. Mais enfin, c'est une bonne habitude quand même. Quand on travaille avec des interruptions, volatile, ça indique en gros au système que il faut qu'il fasse attention qu'il peut y avoir des accès concurrents vu que c'est sous interruption à certaines de ces valeurs et que il faut qu'il les stocke d'une certaine façon en fait dans des registres. Bon, là, ici, je pense que le seul où il pourrait y avoir un changement concurrent, je pense que c'est DP et display, parce que les autres, de toute façon, ils sont changés que lors de l'interruption. Je suis pas sûr qu'il faille les mettre. Maintenant, je dirais, ça mange pas de pain. Ici, je vous conseille d'aller voir la doc de l'Arduino si vous voulez plus d'infos. Alors, si je reviens donc maintenant à mon init, justement, il est une bonne façon à l'init que ces membres ils soient initialisés correctement. Donc là, je me mets comme si j'étais sur le dernier digit à afficher, et on va voir que ça permet, en gros, ça va être sûr que la première interruption, ça va bien démarrer un nouveau cycle correctement. J'affiche 0 par défaut, et je me prends que le point décimal est complètement à droite, c'est-à-dire en fait sur le dernier digit ici. Et alors après, bien sûr, il faut initialiser le timer. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie sur les docs qu'on trouve sur l'Arduino, mais enfin, en gros, ça, c'est ce qu'on appelle le prescaler. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prédiviseur, et moi je veux ici donc avoir là que l'unité de base ça soit 16 microsecondes, hein, sachant que c'est calculé selon les valeurs ici du prescalaire et l'horloge de l'Arduino. Et ici ça c'est le masque d'interruption. Je sais que je vais avoir donc des interruptions ici quand la valeur du scalaire atteindra 0. Et ici, grâce à cette commode qui est équivalent aussi c'est le pendant du no interrupt, je dis, à partir de maintenant, je veux des interruptions. Donc, une fois que ça c'est fait, on voit que ma classe, là, elle est bien initialisée et prête à fonctionner. La méthode publique, on a vu, qui permet de choisir la valeur, bon, en fait, elle fait que pour rien d'autre que de copier la valeur qu'on veut afficher dans MDisplay, de même que DP, ça le met ici. Alors, à la limite, j'aurais pu mettre les membres publics et puis on aurait pu faire directement .mDisplay, mais c'est pas une très très bonne pratique. Généralement, moi j'encapsule tout, c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux de passer par des getSec en fait. Enfin, c'est vrai qu'on j'aurais pu l'appeler setDisplay aussi. C'est quand même une meilleure pratique. Par exemple, si je voulais faire du debug, là, ce serait facile de mettre ici un truc pour aller écrire dans la console, alors que si je fais directement le membre, ça sera moins évident. Et ensuite, tout le taf se fait ici dans Interrupt. C'est-à-dire, on l'a vu qu'à chaque interruption, on appelle ici cette méthode. Alors là, l'idée, c'est quand même d'essayer de faire du code qui va le plus vite possible, de façon à pas garder la main. Alors, c'est pareil, j'ai pas voulu, pour l'instant, optimiser la vitesse au maximum. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Maintenant, encore une fois, j'ai essayé de trouver le bon compromis, je veux dire, entre le didactique et l'imbitable qui va vite. Donc là, la première chose que je fais, j'éteins le digit current. Donc le digit current, il est forcément dans MCure10, et je l'éteins ici, et je le rallumerai, on verra que tout à fait à la fin. Quel est l'intérêt de faire ça? Comme j'avais expliqué dans ma vidéo sur le multiplexage, il est bien de toute façon de laisser toujours un petit temps mort quand on passe d'un digit à l'autre pour justement éviter ce qu'on appelle l'effet fantôme, qui fait que des fois il y a des segments, si on va trop vite, qui bavent un peu. Donc là, en fait, ça tombe bien. Je n'ai pas besoin de faire un délai. On va dire les calculs que je fais ici vont largement suffire à faire ça. Alors là, je calcule justement le digit current. Donc là, j'incrémente le compteur. Et le compteur, donc il fait toujours 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Donc là, si je vois qu'il est supérieur à 3, parce que ça y est, j'ai fini, je suis arrivé au dernier digit. Donc là, je me remets sur le digit current qui est le premier. Je mets que le buffer est égal à display. Hein. Je rappelle que ça, on va voir que c'est ma valeur, je veux dire, en cours d'affichage, on va dire, qui varie. Et ici, je mets MD 20000. On va voir que le principe que j'ai choisi de conversion
entre la valeur numérique et les digits n'est pas, comme c'est souvent le cas, en fait, une conversion un petit peu en string quelque part ou en BCD et derrière où on affiche des caractères. Mais là, j'ai choisi en gros de la calculer en faisant à chaque fois divisé par 1000, puis divisé par 100, puis divisé par 10. Et comme c'est des entiers, eh ben, il ne restera que la partie entière de la division. Imaginons par exemple, je vais afficher 3157. Eh ben, 3157 divisé par 1000, mais avec sur un entier, ben, ça donne 3. C'est comme ça que j'isole le 3 et ainsi de suite. On va le voir un peu plus tard. Et ici aussi, je considère que pour l'instant, bah, le point d'affichage à partir duquel il faut faire les zéros, c'est celui de la virgule. Bah oui, parce qu'on a vu que si je le faisais pas, si je le mettais toujours à droite, ça serait bizarre de voir vide, point, vide, vide, 0. C'est pour ça que le digit à partir duquel j'affiche le 0, il dépend bien sûr aussi de la position du point décimal. Ensuite, bah, je vais calculer digval. Alors digval, c'est quoi? C'est le numéro justement du digit affiché. C'est-à-dire que, en gros, dans le tableau, hein, je vous rappelle des segments, eh ben, c'est la valeur qu'il faut que j'affiche sur l'afficheur courant. Alors, première chose, je gère le overflow. Donc, si la valeur du buffer est supérieure, de toute façon, à maxval, bah, de toute façon, ça veut dire que je suis en overflow, donc tous les segments vont afficher over. Et over, on a vu que dans le tableau, eh ben, ça faisait le tiret vers le segment du haut. Si je suis en dessous, bah, c'est pareil, c'est under. Donc voilà, avec ces deux lignes-là, en fait, je gère l'affichage du min et du max. C'est très simple à faire. Si par contre je suis bien à l'intérieur, j'ai le cas du négatif. Donc le cas du négatif, bah, ça veut dire que le premier digit, il faut que j'affiche moins, et que derrière, derrière j'affiche la valeur comme une valeur positive, mais je la remets dans le bon sens, on va dire. Donc ici, si donc c'est négatif, je dis pour le premier afficheur, eh ben je me mets sur le, j'affiche moins et j'inverse mon buffer. Alors on voit qu'ici, normalement il faudrait aussi tester que je suis sur le premier digit, mais ici j'y suis forcément sur le premier. Je suis forcément sur le premier parce que sur les autres de toute façon j'aurais inversé buff et que buff sera plus jamais négatif. Donc en gros, ici, c'est pas la peine d'aller tester en plus que je suis sur le premier digit. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah là, c'est là que je fais ma conversion. C'est-à-dire que j'utilise mbuff divisé par mdiv. Hein, et mdiv, comme on le voit, à chaque digit, eh ben, il divise par 10. C'est-à-dire il est égal à 1000, à 100, à 10 et à 1. Donc c'est comme ça que je fais ma conversion. Et derrière, bah, j'enlève de mbuff la valeur que j'ai calculée. Bah oui, de toute façon, comme ça, c'est pour ça que le buffer, il change à chaque fois, et que la première fois, par exemple, si c'est 3157, et ben là, je vais enlever 3000, ce qui fait qu'il restera plus que 157, et puis après, il restera plus que 57, et puis ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça, et ça permet de le faire de façon assez rapide. Ensuite, là, je gère justement le ripple blanking. Mon numéro de digit, il est supérieur au current. Bah, si c'est un 0, j'affiche blanc. Et sinon, bah, c'est qu'à partir de maintenant, eh ben, il faudra que je les affiche. Et puis, bah, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein, vous voyez, il n'y a pas énormément de code pour faire ça. Et derrière, eh ben, c'est là que je vais convertir les segments. Donc là, bah, rappelez-vous mon tableau de segments là, avec tous les binaires. Je récupère ça dans l'octet seg. Et là, justement, je n'ai pas fait de boucle. Et ben, je fais un masque, hein, ce qu'on appelle. Pour bien comprendre cette notation, en gros, j'aurais pu dire, c'est comme si je teste que le premier bit de seg est à 1, et si oui, j'affiche le système. Mais il faut pas oublier que digital write, ici, il attend le numéro de pin. En fait, là, il attend dans la doc low white. Mais en fait, ce qu'il attend, c'est un booléen. C'est-à-dire, en fait, si c'est 0, ça sera un 0. Si c'est différent de 0, ça sera un 1. Donc, en fait, ça, c'est une façon rapide de faire if seg est 0,1 digital write de height, else digital write de low. Mais c'est très long à faire. Là, on le fait directement, justement, avec ce système ici de masque. Et ben après, on voit que le masque, à chaque fois, là, je décale l'octet d'un coup vers la gauche. Vraiment, scène de masque très très classique. Alors là encore, si j'avais choisi de faire un tableau, en fait, il aurait fallu simplement le scanner et ici faire une rotation, à chaque fois, un décalage d'octet pour le masque. Mais c'est pas dit qu'on gagne en vitesse à faire ça. Alors peut-être que ça pourrait être intéressant si vous voulez le voir. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut mesurer le temps que ça met et ben, le faire avec un tableau et voir si on gagne ou pas en tout.
Enfin voilà, ça marche très bien, même si ça paraît un peu bourrin de le faire comme ça. Quand il n'y en a pas beaucoup, des fois, c'est encore ce qu'il y a le mieux pour aller vite. Ensuite, il y a la gestion du point décimal. Voilà, en fait, là, c'est pareil. Hein, je dis, je l'affiche si le digit en cours d'affichage est égal à celui qui doit avoir le point décimal. Hein. Je rappelle que, pareil, l'opérateur d'égalité ici du C, lui, il rend true ou false selon que ce soit vérifié ou pas. Et maintenant que c'est fini tout ça, j'ai plus qu'à rallumer le digit current, hein, donc en commandant la base du transistor. Et ici, je recharge le timer en lui disant, là, je le recharge pour 4 millisecondes. Ici, je mets à jour chaque afficheur toutes les 4 millisecondes, qui permet d'avoir un cycle total d'à peu près 4 x 4, 16, voilà, qui est relativement assez rapide, pour justement éviter tous les scintillements. Voilà, ça y est, on a tout vu. Donc, alors ça peut paraître comme ça peut-être un petit peu compliqué, mais d'un autre côté, ça gère quand même pas mal de choses. Si on regarde bien, on gère quand même l'underflow, l'overflow, l'effacement des zéros non significatifs et le signe. Donc, finalement, si on regarde, c'est quand même relativement peu de code. Après, comme j'ai dit, il y a toujours 50 façons de faire les choses. Alors on peut voir que ici, voilà, tout ça, c'est-à-dire non seulement ma classe d'affichage plus le programme de test, ça utilise 3 kilos. D'accord, donc 9% de l'espace, qui laisse quand même pas mal de place pour faire après le programme utile qui va gérer l'affichage. Et ça utilise que 211 octets, c'est-à-dire 10% de la mémoire. Donc pareil, ça bouffe pas trop de RAM. Voilà donc pour cette vidéo, un petit peu longue, j'en conviens, mais bon, il faut le temps de faire les choses. Donc je rappelle que le commentaire, vous aurez le lien sur le repo où vous trouverez le code source et aussi donc le schéma électrique de ce système si vous avez envie de le refaire pour vous amuser ou de le modifier. Alors bien sûr, hein, encore une fois, ce code, après, il faut pas hésiter à le modifier, à jouer avec, à l'adapter à votre sauce. On pourrait très bien le passer à plus de digits, par exemple, sachant que si on voulait plus de digits, ça risquerait de bouffer plus d'entrée-sortie, mais après, on peut utiliser, par exemple, un 4017 pour en commander plus, et là, ça prendrait que 2 IO. Enfin voilà, il y a plein de modifications possibles. Donc là-dessus, alors c'est vrai que dans mon dernier live, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo de réparation et je l'ai pas faite, hein, et donc je la ferai aussi prochainement. Et ça serait intéressant aussi, je pense, de mesurer le temps que prend justement cette routine d'interruption pour regarder est-ce qu'elle n'est pas trop longue, voir éventuellement comment l'optimiser. Et ça c'est pareil, là, la vidéo, pour pas la faire trop longue, on va pas le faire, mais je vais le faire aussi, et ça permettra aussi de regarder comment justement, avec quand même l'aide d'un oscilloscope par exemple, sans avoir des super outils de dev qui eux des fois permettent de faire ça, éventuellement pouvoir optimiser son code finalement avec un oscilloscope. Enfin voilà, donc tout ça fait que voilà, moi j'ai des vidéos à faire, plus peut-être d'autres sujets qui me passent par la tête. Je n'exclus rien du tout, donc bonnes vacances à ceux qui sont toujours en vacances, et sinon bonne fin d'année de toute façon, et bon réveillon. Tiens Maurice, ça va Maurice? Alors qu'est-ce que t'as fait? T'as été voir ta grand-mère? Ah alors qu'est-ce que fait ta grand-mère? Elle se demande si elle doit se faire vacciner ou pas. Ah bon? Et alors tu lui as dit quoi? Que oui, mais que tu préférais qu'elle te donne tes étrennes avant. Je fais la confiance. Ok, allez, là-dessus, que le grand multiplex vous fasse de bons affichages et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.